c'est Manon de la boîte à bac et aujourd'hui on se retrouve pour la 3e vidéo sur le thème Faire la guerre, faire la paix. On a déjà fait 2 vidéos sur l'évolution de la guerre depuis le modèle de Clausewitz, que je t'invite d'ailleurs à aller regarder avant celle-ci si tu es en train de réviser ce thème. Si tu veux être sûr de ne pas manquer les dates de sortie de nos prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche, et comme d'habitude tu peux toujours liker, partager et commenter si tu veux soutenir notre travail. Tu peux également venir nous suivre sur Instagram où tu pourras retrouver toutes nos actualités. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'autre versant des conflits armés, la fabrique de la paix. Dans une première partie, on a analysé la guerre et son évolution depuis le XVIIIe siècle. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est s'intéresser à comment mettre un terme au conflit et qu'est-ce qu'il se passe une fois que le conflit est terminé. Comment obtenir une cessation des hostilités et comment faire en sorte que cet arrêt de la guerre soit durable. Et finalement, quelles sont les différentes modalités de la construction de la paix entre le XVIIe siècle et le XXIe siècle. Pour cela, on va regarder ensemble les 2 grands systèmes de paix internationale qui ont été construits depuis le XVIIe siècle. Dans cette première vidéo, le système de la paix westphalienne par l'équilibre des puissances qui commence à partir de la rédaction des traités de Westphalie. C'est le jalon 1 de ton cours sur la paix. Puis dans une seconde vidéo, le jalon 2, le système de sécurité collective à travers des organisations supranationales depuis le début du XXe siècle. On va alors se poser les questions suivantes. Dans quel contexte les traités de Westphalie sont-ils signés? En quoi ces traités instaurent-ils une nouvelle paix religieuse et politique au XVIIe siècle? Et comment les traités de Westphalie mettent-ils en place un nouvel ordre international qui perdurera jusqu'au XXe siècle? Dans quel contexte les traités de Westphalie sont-ils signés? Les traités de Westphalie sont à l'origine de ce qu'on appelle la paix westphalienne, donc par l'équilibre des puissances. Ces traités forment un ensemble de normes qui régissent les relations internationales du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Ils sont signés en 1648 pour mettre un terme aux guerres qui ravagent l'Europe depuis près d'un siècle, c'est-à-dire la guerre de 80 ans, mais surtout la guerre de 30 ans. La guerre de 80 ans est une guerre aux causes religieuses. On dit qu'elle dure de 1568, la première révolte, à 1648 au traité de Westphalie, mais il y a eu des trêves. C'est une guerre de moins grande ampleur que la guerre de 30 ans. Elle commence en 1568 à cause de conflits religieux entre, d'une part, les provinces protestantes, des provinces qui se situent sur les territoires des actuels Belgique, Luxembourg et Pays-Bas, et d'autre part, le royaume d'Espagne, auquel ces provinces appartiennent. Le problème, c'est que la monarchie espagnole est de religion catholique et que les différences religieuses ne sont pas tolérées. C'est pour ça que se battent les Provinces-Unies pour essayer d'obtenir plus de liberté religieuse, ce qu'elles obtiendront en 1648. La guerre de 30 ans, elle, commence en 1618 et elle se déroule plutôt en Europe centrale. Elle oppose d'un côté la dynastie des Habsbourg, une famille catholique très puissante qui régnait sur l'Europe et qui contrôlait à la fois le Saint-Empire germanique et la monarchie espagnole. De l'autre côté, des pays à majorité protestante, Angleterre, Danemark et les Provinces-Unies, avec en plus à leur côté la France, qui, bien que majoritairement catholique, décide de combattre aux côtés des protestants afin d'affaiblir les Habsbourg. L'élément déclencheur de cette guerre est assez mémorable, on l'appelle la défenestration de Prague. Cet événement se déroule le 23 mai 1618 au château de Prague, soit en actuelle République tchèque. C'est une rencontre entre les seigneurs protestants de Bohême et les représentants de Matthias Ier, roi catholique du Saint-Empire germanique et roi de Bohême. Le but de cette rencontre est de discuter des revendications des seigneurs de Bohême en matière de liberté religieuse. En effet, à cette époque, le Saint-Empire est partagé entre catholiques et protestants, comme toute l'Europe depuis la Réforme. On avait pourtant trouvé une solution, c'était la paix d'Augsbourg, qui posait le principe de tel prince, telle religion, un principe selon lequel les souverains des provinces, mais pas des empires, pouvaient choisir la religion des populations qu'ils gouvernaient. Ainsi, l'empereur du Saint-Empire romain germanique ne pouvait imposer sa foi aux nombreux seigneurs qui dirigeaient les diverses provinces de cet empire. Cependant, Matthias Ier, empereur du Saint-Empire germanique à partir de 1612, souhaite revenir sur cet accord en imposant la religion catholique à l'ensemble de l'Empire. Évidemment, cette décision ne plaît pas aux seigneurs protestants de Bohême qui décident de rencontrer les représentants catholiques pour essayer de renégocier. Malheureusement, la rencontre dégénère en dispute et les représentants catholiques finissent par passer par la fenêtre. La légende raconte même qu'ils auraient survécu grâce à des excréments qui se situaient sous la fenêtre et qui auraient amorti leur chute. Cet épisode, quasiment anecdotique, est pourtant celui qui met le feu aux poudres au point de faire basculer toute l'Europe dans une guerre sanglante. La guerre commence alors en 1618, suite à cet événement. Entre 1620 et 1635, la majorité des pays européens entrent en guerre d'un côté ou de l'autre. Le royaume du Danemark, l'Angleterre, les Provinces-Unies espagnoles entrent en guerre contre les Habsbourg car ils soutiennent les protestants. La France, elle, entre en guerre en 1635, également aux côtés des protestants. Pays catholique, c'est une décision stratégique car Louis XIII craint la montée en puissance des Habsbourg et l'étalement du Saint-Empire germanique. La France entre alors en guerre pour des raisons politiques, et en cela, la guerre de 30 ans est une guerre à la fois religieuse et politique. Ensemble, ces deux guerres totalisent plus de 5 millions de morts.
Je sais qu'à côté des guerres mondiales du XXe siècle, ça paraît pas beaucoup, mais en réalité 5 millions de morts, c'est équivalent à toute la population de l'Angleterre de l'époque et 20% de la population totale en Europe. Ces guerres sont donc hautement meurtrières et elles marquent vivement les esprits. Pour éviter que l'Europe ne s'entre-déchire de nouveau et pour qu'elle ait le temps de se reconstruire, il y a donc un besoin criant d'installer un système de paix durable et stable. Et c'est à ce moment que sont signés, pour mettre un terme à la guerre, les fameux traités de Westphalie. Donc là, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que les traités de Westphalie sont signés pour mettre un terme à deux guerres hautement meurtrières au XVIIe siècle en Europe. Ce sont la guerre de 30 ans et la guerre de 80 ans, des guerres aux causes à la fois religieuses et politiques, qui opposent les catholiques et les protestants. Si tu as besoin d'aide pour réviser tout ça, tu pourras trouver dans notre kit bag d'AGGSP qui sort prochainement, ainsi que dans notre application qui sera disponible dès janvier 2023, toutes les vidéos de cours accompagnées de mini-quiz grâce auxquels tu pourras tester tes connaissances et vérifier que tu as tout bien retenu. L'appli contient également fiches de révision, vidéos de méthodologie, quiz, défis mensuels et bien d'autres surprises, tandis que mon kit bag d'AGGSP qui sort bientôt t'offrira un accès à l'appli en plus de 350 flashcards pour apprendre de façon efficace et ludique. Tu trouveras plus d'informations sur notre site laboîteabac.fr. En quoi ces traités instaurent-ils une nouvelle paix religieuse et politique au XVIIe siècle? Les traités de Westphalie sont signés pendant l'année 1648. Maintenant, on va regarder d'un peu plus près comment ça s'est déroulé. Les grandes puissances ont du mal à négocier pour rétablir la paix. Pourtant, dès 1642, on évoque déjà la nécessité d'entamer des négociations internationales. Cependant, l'idée de s'asseoir à table pour négocier pendant que les soldats meurent au front ne va pas de soi. Alors le processus est lent et complexe. Les négociations commencent en 1644 en Westphalie, une région historique de l'Allemagne. On choisit de les tenir dans deux villes. Münster, une ville à majorité catholique pour les négociations entre la France et le Saint-Empire, et Osnabrück, une ville à majorité protestante pour les négociations entre la Suède et le Saint-Empire. Chaque pays d'Europe envoie pendant ces négociations des centaines de représentants qu'on appelle les ministres plénipotentiaires, ce qui signifie que ces diplomates ont les pleins pouvoirs. Ils peuvent donc tout négocier, acheter, échanger, promettre des cadeaux, des mariages, etc. Le processus est complexe. C'est la première fois que pour faire la paix, on envoie un tel nombre d'acteurs différents. On a 16 États et donc de nombreuses délégations qui y sont liées. Au total, la France envoie plus de 400 diplomates négocier et c'est plutôt de l'ordre de 150 pour les autres grandes puissances, c'est-à-dire la Suède, l'Espagne et le Saint-Empire. Heureusement, le processus se montre concluant puisque pendant l'année 1648, on arrive à signer 3 accords. Le 30 janvier 1648, on signe la paix de Münster, par laquelle l'Espagne reconnaît enfin l'indépendance des Provinces-Unies. Puis le 24 octobre 1648, les négociations aboutissent au traité de Münster, qui signe la paix entre la France et le Saint-Empire, et le traité d'Osnabrück, une paix entre la Suède et le Saint-Empire. Au niveau politique, le Saint-Empire romain germanique est morcelé afin de l'affaiblir. Il est divisé en 350 petits États, des principautés, qui voient leur pouvoir renforcé, à l'inverse de la structure fédérale de l'Empire qui, elle, est affaiblie. Certaines régions sont annexées par la Suède, qui déborde maintenant jusqu'en Europe centrale, et par la France, qui étend son territoire jusqu'au Rhin. Tandis que le Saint-Empire romain germanique, qui avait de grandes ambitions avant la guerre, est fortement affaibli. Ces traités représentent également un bouleversement du point de vue religieux. Désormais, on reconnaît à l'échelle européenne les 3 confessions religieuses majoritaires de l'époque. Ce sont les catholiques, les calvinistes et les luthériens, qui sont 2 branches du protestantisme. Le principe « tel prince, telle foi » est réitéré. Rappelle-toi, il datait de la paix d'Augsbourg en 1555. Cela signifie que les princes peuvent choisir la religion de leur principauté. Certains princes sont tolérants et accepteront que le sujet ne suive pas la religion qui a été décrétée. Cependant, dans la majorité des cas, si la religion ne convient pas, le sujet est contraint de s'exiler dans une province avec la religion qui lui convient. On a donc une certaine tolérance religieuse, mais pas encore de liberté, puisque les populations ne sont pas en mesure de choisir la religion qui leur convient, mais ce sont les princes qui décident. Ce qu'il faut que tu retiennes pour cette partie, c'est que les traités de Westphalie aboutissent au niveau politique, au morcellement du Saint-Empire romain germanique, qui est divisé en 350 États au profit de la Suède et de la France qui agrandissent leur territoire. Au niveau religieux, le principe « tel prince, telle foi » est réitéré, on a donc une première forme de tolérance religieuse. Comment les traités de Westphalie mettent en place un nouvel équilibre international qui perdurera jusqu'au XXe siècle? Les traités de Westphalie consacrent donc une nouvelle ère à travers les recompositions politiques et religieuses qu'ils engendrent. En Westphalie, les dirigeants des puissances de l'époque ont posé les bases d'un système international qui allait durer bien plus longtemps que ce qu'ils le pensaient, puisqu'il est resté en place jusqu'au début du XXe siècle. D'abord, la fabrique de ces traités ouvre une nouvelle ère dans l'histoire diplomatique. Jamais pareil congrès européen n'avait été mis en place, une sorte de sommet international où tous les dirigeants avaient été réunis.
C'est à partir de ce moment que l'on crée des formations universitaires dédiées à la diplomatie, qui devient un vrai métier dans lequel il faut avoir de la connaissance et de l'expérience. Ensuite, les traités de Westphalie posent un certain nombre de principes qui fondent un nouvel ordre international. C'est la première fois que l'on consacre la souveraineté des États, un principe qui est à la base de ce nouveau système. La souveraineté, c'est la qualité de l'État de n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté, dans les limites du droit, et conformément au but collectif qu'il se doit de réaliser. Cela signifie qu'à l'intérieur de ses frontières, c'est l'État qui est la structure centrale, et les autres États ne peuvent pas lui dicter une conduite au sein de ses frontières, puisque la souveraineté est exclusive. Seul l'État est légitime sur son territoire. À ce principe, on ajoute nécessairement l'idée de l'intégrité des frontières. Celles qui sont tracées en 1648 valent comme nouvelle norme, et c'est à l'intérieur de celles-ci que l'État exerce une souveraineté. Ces nouveaux principes donnent lieu à un nouvel équilibre international, une paix selon l'équilibre des puissances. Selon cette théorie, la volonté de faire la guerre advient nécessairement quand un pays prend en puissance et que ses aspirations dépassent le cadre de ses frontières. En effet, au XVIIe siècle, la volonté de conquérir de nouveaux territoires était une des raisons les plus fréquentes des déclarations de guerre. Par ce nouveau principe d'équilibre des puissances, on veut alors empêcher l'émergence d'empires trop grands, trop vastes ou trop puissants. En gardant des pays de taille plus ou moins équivalente, on n'est pas censé avoir d'incitation à déclarer la guerre, puisque l'État belliqueux se retrouverait face à plusieurs États d'une puissance similaire à la sienne et qu'il aurait alors beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Ce modèle tourne une nouvelle page dans l'histoire des relations internationales. On passe alors d'une paix garantie par des puissances morales supérieures, en l'occurrence l'Église, à un système international qui place l'État au centre. C'est ce système d'équilibre des puissances qui guidera les relations internationales jusqu'au début du XXe siècle. Après 1648, les guerres se poursuivent en Europe, cependant, les traités de Westphalie produisent un élément essentiel. C'est la distinction entre une situation de guerre, avec des batailles et des fronts, et une situation de paix, avec des congrès, négociations, diplomatie et traités. À partir de cette époque, les guerres doivent être déclarées et aucun usage de la force armée ne peut être opéré en situation de paix, ce qui protège les populations civiles. Le fait que ce nouveau système reste dominant jusqu'au XXe siècle ne signifie pas pour autant que la paix cesse d'être théorisée par les penseurs, et surtout lors du siècle des Lumières. En effet, au moment de la Révolution française, et donc des guerres révolutionnaires et des guerres napoléoniennes, émerge l'idée de la paix perpétuelle, théorisée par le philosophe allemand Emmanuel Kant. Cette paix perpétuelle devrait suivre les conditions suivantes. D'abord, l'instauration d'un mécanisme supra-étatique de règlement de conflits, c'est-à-dire la création d'une entité au-dessus des États qui pourrait régler leurs querelles. Ensuite, un pacte conclu entre tous les États selon lesquels ils s'engagent à régler leurs différends par la négociation ou par le recours à un arbitre extérieur. Et enfin, la citoyenneté universelle des hommes, c'est-à-dire le fait que tous les hommes devraient bénéficier des mêmes droits que les citoyens lorsqu'ils se situeraient dans un État étranger. Cette utopie ne s'est pourtant jamais concrétisée dans la réalité historique. Après les guerres napoléoniennes, les grandes puissances européennes se réunissent au Congrès de Vienne afin de rétablir la paix en Europe. À ce congrès, on réitère la vision du concert européen comme un équilibre international où chaque État a sa place. Encore au XIXe siècle, on retrouve alors cette idée d'équilibre des puissances issue des traités de Westphalie. Ces principes perdurent alors et l'Europe connaît une paix relative tout au long du XIXe siècle jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Mais à partir de 1918, l'ampleur d'un tel conflit force les pays engagés à repenser un nouveau modèle puisque la paix westphalienne semble avoir échoué. C'est à ce moment-là qu'un certain Woodrow Wilson présente la nouvelle idée qu'il a eue, inspirée en partie de la paix perpétuelle théorisée par Kant. Mais pour ça, je te laisse aller regarder notre prochaine vidéo sur la sécurité collective. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et je te dis à bientôt.